nous savons combien les plantes sont bénéfiques pour notre santé. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter le sponsor de cet épisode, le laboratoire Herbes et Traditions, qui propose depuis plus de 30 ans des gammes d'aromathérapie et de gémothérapie réputées pour leur qualité vibratoire et thérapeutique unique. Marque de référence pour les thérapeutes, ces gammes sont le reflet d'un cercle vertueux où chacun des acteurs a conscience de l'importance du soin et de la préciosité du vivant. Découvrez ces produits d'exception en toute confiance sur le site www.herbesettradition.fr. Alors herbe au pluriel -et-tradition au pluriel.fr ou en magasin bio et en pharmacie herboristerie. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Pour mon invité d'aujourd'hui, être professeur a toujours été une évidence. C'est sa vocation, elle est faite pour cela. Elle a su faire de son échec au concours d'entrée dans l'éducation nationale une force en montrant qu'enseigner autrement est possible. Aujourd'hui, face à la crise de l'école, sa classe autonome est symbole d'espoir. Et si l'école de demain était un lieu où les enfants et les adolescents apprennent en autonomie, de façon ludique, mais toujours encadrée et dans la bienveillance? Finaliste au Global Teacher Prize de 2021, un prix qui récompense le meilleur enseignant au monde, elle livre dans son ouvrage « La prof qui murmurait à l'oreille des ados », paru aux éditions Larousse, sa vision de l'éducation. Son but ? Aider profs et parents à s'impliquer positivement dans la réussite des adolescents, en s'appuyant à la fois sur les neurosciences et sur certains principes des pédagogies alternatives, comme celle de Maria Montessori. Bonjour, Juline Anquetin-Rowe. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le studio de Graines de Métamorphose. Ma première question... Vous dites que l'enseignement, c'est votre passion, votre vocation, votre vie. Cette phrase me parle, j'aurais pu la prononcer également. Pourquoi l'enseignement est devenu aussi important dans votre existence? Quand est-ce que cela vous est venu? Pourquoi? Je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est totalement irrationnel et c'est le propre des passions. C'est ce qui me meut, c'est ce qui me met des étoiles dans les yeux. Là, j'ai pris une année de disponibilité justement pour écrire. J'ai fait une dépression. Et là, je suis rentrée dans mes classes, je revis. Là, je retourne dans mes classes, je sais que c'est ça qui me fait vibrer, qui me fait lever le matin. Ça vous manquait? Tellement. C'est là, c'est vraiment, je revis, les gens autour de moi me le disent. Tout le monde me dit, mais on voit que tu as retrouvé l'entrain, la pêche. Qu'est-ce qui vous manquait le plus? Mes élèves, créer aussi, parce que j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup imaginer. Donc, quand je suis derrière mon ordinateur et que je réfléchis à la pédagogie, à ce que je vais créer comme matériel, j'adore, je peux y passer un temps fou. Je vois pas le temps passer, j'aime beaucoup. Et sinon, quand est-ce que c'est arrivé dans ma vie? C'est arrivé très très tôt. Dès que j'ai commencé à aller à l'école, j'avais envie d'être la maîtresse, en fait. Donc, je jouais à la maîtresse dans ma chambre. Je voulais enseigner tout. C'était même pas une matière en particulier. J'ai toujours eu envie d'enseigner tout ce que j'ai appris. Donc, je voulais être prof de danse classique. Après, je voulais être prof de théâtre. Après, je voulais être prof d'auto-école quand j'ai appris à conduire. Après, je voulais être prof d'histoire-géographie. Et au final, aujourd'hui, j'enseigne énormément de choses entre l'histoire-géographie au CFA, mon agence de soutien scolaire où je fais des maths, de la philo, de la confiance en soi, de la mémorisation. J'enseigne énormément de choses. Et c'est ça qui me plaît d'abord. C'est enseigner, peu importe la matière. Quel message on pourrait faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et qui ressentent en elles la même flamme pour l'enseignement et qui n'ont pour le moment pas d'activité d'enseignement à proprement parler? Allez-y. Je crois qu'on manque en plus d'enseignants, donc allez-y. Et pas forcément d'enseignement. Enfin, en plus, c'est pas forcément l'éducation nationale, en fait. Ce que moi, j'ai découvert dans ma carrière, justement, parce que j'ai pris des chemins de traverse, c'est qu'il n'y avait pas que l'éducation nationale. C'est qu'en fait, j'ai découvert les Greta, les MFR, les CFA, les IUMM, les centres de formation. Enfin, on peut faire de la pédagogie, on peut être dans l'enseignement dans divers domaines, et ça, c'est assez extraordinaire.
On peut devenir formateur, on peut devenir coach. Mais complètement. Effectivement, le coaching, ça se développe de plus en plus et c'est passionnant. Moi, je vois des personnes qui font du coaching scolaire. C'est les orthopédagogues. Enfin, on peut faire plein de choses. Alors par contre, il y a d'un côté la flamme de l'enseignement et puis il y a d'un côté le chemin pour découvrir sa pédagogie ou découvrir de manière plus large la pédagogie. Vous écrivez, page 21, que l'échec est le meilleur des maîtres. Quels ont été les échecs qui vous ont fait avancer dans votre chemin de pédagogue ? Bon, alors, il y en a plusieurs. Le plus gros est celui qui a marqué réellement ma carrière et ma vie, j'ai envie de dire, personnelle. C'est quand j'ai raté le concours d'entrée à l'éducation nationale, quand j'ai passé mon CAPES et l'agrégation la même année, en 2007. Et donc, j'ai été recalée de ce concours à quelques points. Et là, pour moi, ça a été l'échec le plus difficile. C'est un monde qui s'est écroulé devant moi. J'attendais que ça, qu'on me dise, allez, en septembre, tu vas devant des élèves. Et d'un seul coup, je me disais, mais on m'empêche de faire ce que j'aime le plus au monde. Donc, c'était extrêmement douloureux. Je me souviens avoir passé 2 mois dans mon canapé, une larve, déprimée, à pleurer. Quand t'es arrivé septembre, qu'il y avait toutes les pubs à la télé pour la rentrée des classes, les cartables, je voyais les lycéens partir au lycée, j'étais effondrée. Et tout le monde m'a dit, oh, allez, tu refais une année, retente le concours. Mais moi, je voulais même plus, en fait. J'étais écœurée. Ce qu'on nous fait faire pour le concours, c'est absurde. J'ai pris 10 kilos en 6 mois, tellement je bossais tous les jours. Je mangeais pour compenser. Je me levais le matin à 6h pour réviser le dimanche. Et je me disais, peut-être quelqu'un s'est levé à 5h et il a révisé 1 heure de plus que moi. Enfin, c'était une année de folie. Je suis extrêmement admirative des gens qui passent le CAPES 3, 4, 5, 6, 7 fois. Enfin, franchement, chapeau. Parce que moi, j'ai fait 2 et j'ai arrêté. Alors, vous venez de le mentionner, les concours de recrutement des professeurs en France sont souvent critiqués. Quand vous racontez votre histoire, vous les décrivez comme déconnectés de la réalité. Pourquoi ? Là, on a entendu la charge de travail, le stress immense qui touche les personnes qui préparent ces concours. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont autant décriés ? Je trouve qu'ils sont... En tout cas, là, je parle de ce que moi j'ai connu, donc il y a presque 15 ans. Ça a changé aujourd'hui un petit peu, mais pour moi, ils sont déconnectés de la réalité parce qu'à aucun moment, on est allé regarder si je ferais un bon enseignant. On a regardé si je faisais un bon érudit. On m'a demandé d'apprendre la liste des papes du XVIe siècle. On m'a demandé de connaître par cœur les empereurs byzantins du 8e au XIIIe siècle. À aucun moment, on m'a demandé si j'avais la pédagogie, si j'étais quelqu'un de pédagogue, si j'étais quelqu'un de patient, ce que je ferais en cas de violence d'un élève. Est-ce que je savais comment fonctionnait le cerveau ? C'est l'outil principal. Tout professeur devrait connaître le fonctionnement d'un cerveau qui apprend. Je pense qu'on va à la sortie d'un lycée, là, tout de suite, on demande aux enseignants s'ils savent comment fonctionne un cerveau humain. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui puissent répondre. Et moi, je trouvais ça fou. On ne nous enseignait absolument pas la pédagogie, les sciences cognitives, les troubles de l'apprentissage. C'était complètement fou. Et donc ça, c'était pour passer déjà le CAPES. Et une fois qu'on avait le CAPES, après, on pouvait aller à l'école, à l'IUFM et à l'école, à l'INSPE. Et moi, donc, j'ai des amis qui sont allés jusqu'à cette étape-là, et j'ai une amie qui m'a raconté, qui m'a dit, le formateur nous a dit, si vous avez une bonne problématique, vous n'aurez pas de problème de discipline. Je mets au défi cette personne de venir faire un cours avec une très bonne problématique dans ma classe de CAP boucher. Il passera un bon moment. Ouais, non, pas sûr. C'est-à-dire que... moi, c'est ça que j'ai adoré, en fait, en allant travailler en CFA. C'est que d'un seul coup, je me suis retrouvée face à des élèves où tout de suite, je me suis dit, OK, si je fais ça, je ne sors pas vivante. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est un CFA pour toutes les personnes qui écoutent ? Centre de formation d'apprentis. Donc, on a des élèves qui sont en CAP et en brevet professionnel. Donc, moi, j'ai les métiers de bouche, donc boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, etc. Et mes élèves sont 1 semaine à l'école et ensuite 2 semaines en entreprise. Puis ils reviennent 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise pour passer leur CAP. Ils sont en alternance. Donc, c'est une façon d'enseigner qui est vraiment différente. Parce que je sais bien que si je leur parle de Louis XVI, après ils partent 2 semaines à la boulangerie, ils ne
n'ouvriront absolument pas le sac de l'école, le cartable, il n'y a rien. Ils ne révisent pas du tout. Donc, il fallait que je trouve justement une solution pour que le temps en classe soit vraiment efficace, efficient. Donc, on peut rêver d'un monde où les professeurs seraient formés à la pédagogie, au fonctionnement du cerveau, aux troubles d'apprentissage, aux spécificités de certains parcours scolaires comme l'apprentissage. Il y a aussi le sujet du harcèlement scolaire, auquel les concours de recrutement ne préparent pas. Vous-même, adolescente, vous en avez été victime. Est-ce que vous l'avez observé durant vos 15 années d'enseignement, ce harcèlement, qui est en train de devenir un vrai fléau en France? On estime qu'il y a 6 à 10% des élèves qui en sont victimes. Quels conseils on peut donner aux enfants et aux parents qui vivent ça? Peut-être que vous êtes appuyé aussi sur votre expérience personnelle du harcèlement pour trouver des solutions. Je ne sais pas si je me suis appuyée sur mon expérience personnelle. J'avoue que c'est quelque chose auquel je ne pense pas trop. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est resté dans mon passé. Quel conseil aux parents et aux enfants qui vivent ça? Aux enfants, on a envie de leur dire « parlez-en », mais en fait, ils ne le feront pas. Moi, je ne voulais surtout pas dire à mes parents qu'il y avait harcèlement, qu'on me traitait mal. Il y a une honte, en fait, qui n'est pas du bon côté, parce que ce n'est pas nous qui devrions avoir honte. Mais en fait, moi, j'avais vraiment honte, donc j'en parlais absolument pas. Donc, pour les élèves, moi, j'ai l'impression qu'il faut en parler, mais c'est peut-être pas les parents, parce qu'on n'arrive pas à passer cette barrière. Peut-être qu'il y ait d'autres personnes dans les établissements qui puissent écouter, qui puissent dire ce qu'ils ont. Peut-être faire des cellules, je sais pas, dans les établissements, d'écoute ou des numéros. Je sais qu'il existe des numéros verts où peut-être c'est plus facile pour eux d'aller en parler à quelqu'un où il n'y a pas l'affect. Et les parents, c'est pareil, c'est vraiment être à l'écoute et c'est vraiment poser les bonnes questions. Et ça s'apprend aussi également. Aujourd'hui, il y a des formations vraiment de questiologie, de l'art de poser les bonnes questions pour pas que l'enfant se sente mal à l'aise, etc. Mais je pense que oui, mais de toute façon, pour moi, la solution, c'est essayer de trouver des solutions une fois que le harcèlement est là, c'est déjà trop tard en fait. Pour moi, la solution, c'est comment on éduque les jeunes en amont, dès la maternelle, pour qu'il n'y ait pas de harcèlement. Oui. Et ça existe au Danemark, ça existe en Suède, ça existe en Norvège, en Finlande. Allons-y, allons passer 1 semaine là-bas, 2 semaines là-bas et allons voir comment ils font et importons les bonnes méthodes ici en fait. Parce que c'est ça qui m'énerve aujourd'hui en fait dans l'enseignement, c'est ce qui me met en colère, c'est qu'en fait, on a des réponses. On a des solutions. Il y a beaucoup de gens qui ont des solutions et on ne les entend pas assez. Finlande, qui est notamment connue pour ses expérimentations de classe avec 2 enseignants et non pas un seul. Et toujours sur le sujet du harcèlement, comment pourrait-on former les profs? Et faut-il les former? Oui, il faut toujours former les profs. Ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon combat. Il faut toujours former les enseignants. Il y a plein de choses qui s'apprennent réellement. C'est pas inné. C'est pas. On se réveille pas un matin en sachant poser les bonnes questions ou en sachant quelle posture avoir face à un adolescent. Donc oui, il faut former, bien sûr. Sur le harcèlement. Oui, moi je pense qu'il faudrait former, il faudrait qu'on aille vraiment dans les pays scandinaves, il faudrait qu'on aille chercher leurs méthodes. Et moi j'avais lu dans un livre, j'en parle je crois d'ailleurs dans le livre, d'une méthode où quand on sent qu'il y a un harcèlement dans la classe, on prend les élèves un par un et on demande j'ai vu que, je sais pas moi, Charlotte se sentait pas bien, est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu peux faire attention de voir si elle se sent bien ou pas? Et on fait ça avec tous les élèves. Et donc les harceleurs vont être à un moment donné dans la situation où on va leur dire, tu as vu que Charlotte, elle allait pas bien, tu peux faire attention, tu me dis, tu feras attention, tu me dis si tu vois des choses, etc. Et juste de faire déjà ce pas-là sans stigmatiser le harceleur. Les harceleurs, c'est ce qui se fait dans les pays scandinaves et ils me disent que c'est très efficace, donc à tester. Il y a des choses comme ça à tester. Si on demande aux professeurs d'investir dans leurs compétences de pédagogue, d'investir dans leur connaissance du cerveau humain, d'investir dans leur capacité à prévenir le harcèlement scolaire, que peut-on mettre de l'autre côté en termes de rémunération, en termes de moyens, en termes de reconnaissance pour les valoriser à
justement. On sait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de candidats au concours. Il y a des départs nombreux de professeurs chaque année, des démissions. Sans rentrer dans un débat politique, si on reste vraiment sur le sujet de l'estime, de la reconnaissance, de ce qui donne de l'énergie aux professeurs, quelle est votre vision ? Mais je pense que les deux vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que si on change complètement la formation des enseignants et qu'on en fait réellement des experts de la pédagogie, et non pas juste des experts de leur matière, si on en fait des réels pédagogues, c'est-à-dire si on a en face de nous des gens qui sont capables de s'adapter quand ils ont un autiste dans la classe, un dyslexique, un dyscalculique, un élève qui est en phobie scolaire, qui sont capables de mettre en place des pédagogies, qui sont capables de travailler sur le harcèlement scolaire, qui sont capables de savoir comment fonctionne un cerveau, enfin qui sont des psychologues, ils ont des données en sciences cognitives, et ben derrière, la rémunération aussi peut augmenter parce que on est face à des gens qui ont une vraie expertise. Et là-dessus, moi, encore une fois, les pays scandinaves, c'est le Danemark, si je ne me trompe pas, où la formation pour devenir enseignante, elle est réputée aussi difficile que celle pour devenir médecin ou pour devenir avocat. Ce sont des formations très longues à l'université, il y a peu de place, c'est une formation extrêmement exigeante, mais à l'intérieur, c'est tout ça. C'est les sciences cognitives, c'est les neurosciences, c'est les troubles de l'apprentissage, c'est savoir travailler en équipe, c'est tout ça. Et quand on veut rentrer dans cette formation, la première épreuve, c'est pas une épreuve académique, c'est une épreuve de est-ce que vous êtes capable de créer une pédagogie pour tel groupe ensemble. Et donc, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste demander « on veut être payé plus ». Mais en fait, moi, aujourd'hui, je vois des aberrations pédagogiques. Je vois des choses, dans mon agence de soutien scolaire, des élèves me ramènent des choses, on ouvre les cahiers, l'élève me dit « je ne comprends pas ». Je dis « je comprends que tu ne comprennes pas ». Je vois des choses absurdes, donc je me dis « oui, mais en fait, il faut faire les deux ». C'est pas juste on augmente la rémunération, c'est « ok, on change complètement la formation ». On vient y mettre vraiment du concret, de la pédagogie, tout ce qui va avec de la psychologie, tout. Et on augmente la rémunération et on en fait quelque chose de... Moi, si demain on me dit « Juline, va passer l'agrégation », et que dans l'agrégation, il y a tout ça, j'y vais, bien sûr que j'y vais. Je vais repasser un concours où il y a vraiment de la pédagogie, etc. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me demandent « mais est-ce que tu voudrais pas repasser les concours aujourd'hui ?» Jamais de la vie, je fais ça. Alors, dans votre chemin de pédagogue, il y a eu beaucoup de formations continues. Oui. Vous vous êtes formé en permanence depuis 15 ans, notamment sur les neurosciences. Je voudrais maintenant qu'on rentre dans le détail de ce que vous expliquez dans le livre. Et sur les neurosciences, vous évoquez les 4 grands piliers apportés par les neurosciences en matière d'apprentissage. Quels sont-ils ? Alors, ce sont les 4 piliers de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français, un éminent neuroscientifique, professeur au Collège de France, qui dit que le cerveau humain, il apprend. Il y a 4 choses qui sont fondamentales pour que notre cerveau apprenne. La première, c'est être attentif. La deuxième, c'est être engagé activement. La troisième, c'est avoir un retour immédiat d'information, mais vraiment immédiat. Et la quatrième, c'est consolider, répéter. Et ma classe autonome est fondée entièrement sur ces 4 piliers. Entièrement. Et quand je crée quelque chose, quand je suis dans la nouvelle création, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai l'attention, l'engagement actif, le retour d'information immédiat, la consolidation ? Et si ça ne passe pas ce test, ça saute. Sur la capacité à se concentrer, il y a de plus en plus de chercheurs et de journalistes qui s'élèvent face à une chute collective de notre capacité à nous concentrer dans les sociétés occidentales, notamment due à la présence toujours plus forte des écrans, de la technologie, avec les notifications, avec des flux d'informations incessants. Est-ce que vous le constatez en classe ? Alors, je le constatais quand je faisais du cours magistral, du cours descendant, du cours dialogué descendant. Mais aujourd'hui, avec la classe autonome, non. Aujourd'hui, avec la classe autonome, quand je mets un matériel dans les mains d'un jeune, il est capable de rester 30 minutes dessus. Il y a 2 jours encore, j'avais des élèves qui testaient les flashcards pour apprendre les dates. Qu'est-ce qu'une flashcard ? Une flashcard, c'est une carte. D'un côté, on a une donnée, de l'autre côté, la donnée analogique. Donc, par exemple, la définition, le mot, la date, l'événement, le personnage, la biographie, la formule de maths, le nom de la formule, etc. Donc, elles apprenaient leur date comme ça. Elles y ont passé 40 minutes. Elles ne voulaient pas lâcher. À un moment donné, j'aurais dit non, mais c'est pas grave, si vous ne connaissez pas tout par cœur, faites un autre atelier. Elles étaient là, non, on veut absolument apprendre toutes les dates, quoi. Et j'ai des élèves qui ne sont pas scolaires, vraiment. J'ai des élèves qui sont en CAP.
Pour beaucoup, ils n'aiment pas l'école. Enfin, ça a été douloureux l'école pour eux. Et là, ils ne voulaient pas s'arrêter. Et à la fin, la sonnerie a retenti. Au bout de 5 minutes, j'ai dit est-ce que je peux aller manger, en fait? C'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas de la salle. Donc oui, ils ont cette capacité d'attention si on leur met en face les bons outils, en fait. Bien sûr qu'ils ont toujours une capacité d'attention. Je veux dire, les jeunes vont toujours au cinéma voir des films de 2 heures, 2 heures et demie. Donc ils ont encore cette capacité-là. C'est sûr qu'ils n'ont pas la capacité qu'on pouvait avoir, nous ou nos parents, de rester 3 heures comme ça, à écouter un cours magistral et à rien dire et à gratter, comme disent les élèves. Ça, certainement, peut-être. Mais moi, en tout cas, en cours, depuis que je fais de la classe autonome, non, ils sont très attentifs. Ils arrivent à rentrer dans le fameux état de flow. Et j'en profite pour lancer un petit appel à toute la communauté Graines de Métamorphose. Partagez-nous en commentaire de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, ce qui fonctionne pour vous dans votre capacité à mobiliser votre concentration, votre apprentissage. On a beaucoup parlé de classe autonome, on l'a mentionné, cette classe autonome, à plusieurs reprises depuis le démarrage. Mais c'est quoi les bases d'une classe autonome ? Ça ressemble à quoi pour les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe autonome ? Et la classe autonome, c'est mon bébé. Donc, la classe autonome, en fait, c'est une pédagogie qui en mélange plusieurs. Donc, on a 3 temps dans une classe autonome. Le premier temps, c'est la leçon. C'est un quart, c'est 25% du temps de la séance. C'est le plus dur au début. Quand on est enseignant, c'est de s'arrêter de parler au bout de 25% du temps. J'ai gardé en fait le magistral, le descendant, parce qu'il est intéressant quand il est pertinent, quand il est bien fait, quand il est réduit vraiment à l'essentiel. Donc ça, c'est le premier temps, 25% la leçon. Le deuxième temps, c'est 15% du temps, c'est la vérification, c'est le quiz. On fait un quiz, tous les élèves font un quiz. Moi, j'utilise le téléphone, mais on peut le faire autrement. Et là, c'est la consolidation, justement. C'est la phase de consolidation où tout le monde consolide. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand un professeur pose une question à la classe pour vérifier est-ce que tout le monde a compris, qui dit oui, les deux qui ont compris. Puis les autres, ils vont juste rien dire. Donc là, le fait que tout le monde ait le téléphone dans la main, tout le monde vraiment fasse la consolidation, même si on se trompe, c'est pas grave. L'échec est le meilleur des maîtres. On se trompe, c'est pas grave. Donc 15% du temps, c'est la phase 2. La phase 3, qui a donné le nom à la méthode, 50% du temps, ils sont en autonomie. Ils ont un plan de travail, donc une liste avec tous les ateliers à faire. Et ils peuvent les faire dans l'ordre qu'ils veulent, autant de fois qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Ils peuvent s'arrêter au milieu d'un atelier, le refaire le lendemain, dans 3 semaines, 10 minutes après. C'est vraiment comme ils le souhaitent. Ils s'autocorrigent. Une fois qu'ils ont fini un atelier, moi je tamponne, je valide. Et les 10% restants, c'est le temps informel, faire l'appel, ranger les affaires, etc. Ils s'autocorrigent seuls ou entre eux ? Quelle est la place de la communication ? Comme ils veulent. Comme ils veulent. Et comme on est sur des adolescents qui sont dans ce que Maria Montessori appelait l'âge social, ils sont quand même très souvent ensemble. Donc ils font ensemble, ils s'autocorrigent ensemble, mais tout le monde a sa feuille, tout le monde a son plan de travail, tout le monde a sa feuille d'atelier, tout le monde doit quand même écrire sur sa feuille, donc ça leur demande justement d'être attentifs, parce que personne n'est là pour leur relire la consigne ou pour leur relire la correction. Ils sont engagés activement parce que c'est eux qui font, et c'est eux qui font à leur rythme, et ça change tout en fait, juste de leur donner la possibilité d'aller à leur rythme. On est dans le retour immédiat d'information puisqu'ils s'autocorrigent. Et on est dans la consolidation puisqu'on consolide ce qu'on a vu dans le cours. Et en plus, ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. Donc, ils peuvent faire un atelier, le défaire, le refaire autant de fois qu'ils veulent. Et l'idée, c'est qu'on varie le plus possible les types d'ateliers. Donc, il y a 20 ateliers possibles aujourd'hui dans la classe autonome, 20 types de matériel possible, qui va de l'étude de documents la plus classique à la dissertation, vraiment la rédaction la plus simple, jusqu'à de la réalité virtuelle, en passant par beaucoup de matériel de manipulation inspiré de Montessori. Et on a de la coopération. On travaille énormément les soft skills, bien sûr. Mais ça, je n'avais pas prévu au début. J'avais pas du tout pensé à ça. Et c'est quand je l'ai vu fonctionner, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce qu'en même temps, ils apprennent la responsabilité, ils font attention au matériel, ils apprennent la solidarité, ils apprennent l'entraide. Et ça, c'est assez... et la tolérance. Parce qu'ils ne s'énervent pas les uns quand il y en a un qui ne comprend pas. Non, ils ne s'énervent pas. Donc, ils apprennent tout ça en même temps. C'est ça qui est assez extraordinaire avec la classe autonome, en fait, c'est que ça coche énormément de cases. Et c'est ce qui fait que c'est aussi beau à voir fonctionner. C'est ce qui fait que on a l'impression, quand on le vit, que c'est magique. Mais vraiment, le mot est pas... Je l'utilise pas à la légère. Moi, dans les profs que j'ai formés, là, ils sont tous en train d'essayer la classe autonome là, sur la rentrée des classes. Je reçois des photos et des commentaires tous les jours de gens qui m'envoient juste « merci ».
avec des photos qui me disent « mais c'est incroyable, j'aurais jamais pensé que c'était aussi puissant ». Donc quand on l'entend comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu baguette magique, et forcément ça vient toucher des choses chez les enseignants. J'ai reçu aussi beaucoup de critiques, bien sûr, c'est normal, mais vraiment à ceux qui sont sceptiques, allez voir. Juste rentrez, prenez 1 heure de votre temps, rentrez dans une classe autonome, et vous allez voir à quel point c'est puissant. Le sujet qui semble faire débat, c'est la liberté. Donc il y a dans la classe autonome une importance donnée à la liberté qui est très forte, à la fois la liberté, premièrement, de l'enseignant qui décide de recomposer la structure de sa classe, et puis la liberté laissée aux enfants, aux adolescents. Je choisis de faire les exercices dans l'ordre que je veux, je m'auto-corrige. Est-ce que on vous reproche un manque de cadre, et comment concilier le cadre avec la liberté ? Alors, est-ce qu'on me reproche... en fait, les gens qui ne connaissent pas la classe autonome ont l'impression qu'il n'y a pas de cadre, que c'est très libre, qu'on fait ce qu'on veut. Et donc, ça peut être une critique qui revient souvent, mais ce sont les gens qui ne savent pas ce que c'est. Parce que les gens qui le vivent, moi, quand je forme les enseignants, je leur fais vivre exactement le même cours que je fais à mes élèves de CAP. Ils le vivent en immersion. Et ils me disent « Ah ouais, mais en fait, c'est hyper structuré. » Ils se doutaient pas. Et je dis « Mais oui, en fait, pour pouvoir donner autant de liberté, il faut qu'il y ait un cadre. Mais qu'on le respecte vraiment, qu'on le pose, simple au début, on le pose, et après, on le respecte toute l'année, surtout, pour que ça fonctionne. Et on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Ça, c'est de la cohérence pédagogique. C'est la base. Moi, quand je dis aux élèves, le cours, c'est 25% du temps, c'est-à-dire que moi, ça représente 20 minutes. J'ai un élève qui est le maître du temps, qui chronomètre. Et c'est un élève qui fait ça ? Oui, tous les jours, un élève différent est maître du temps. Et il chronomètre. Et j'ai pas le droit, au bout de 20 minutes, de dire « Non, s'il vous plaît, 5 minutes de plus, parce que je suis pas arrivée où je... » Non. Et les élèves, là, quand je leur ai présenté le cadre, justement, là, c'était la rentrée des classes, donc je leur ai présenté, il y en a qui m'ont dit « Oui, mais si vous n'arrivez pas là où vous voulez, au bout de 20 minutes, je dis « C'est pas ton problème, moi, je vais me débrouiller pour arriver là où je veux. » Oui, mais si on pose des questions... C'est pas ton... Moi, je vais me débrouiller. Ça, c'est c'est ma part du boulot. Je vais me débrouiller pour arriver à tenir. Et je tiens, hein. Franchement, je fais le même cours à 5 classes différentes. Sur les 5 classes, j'arrive au bon endroit, au bon moment. Parce qu'aussi, je maîtrise, ça fait 5 ans que je le fais, je le maîtrise au début, c'est normal de tâtonner un peu, bien sûr. Et c'est ce que je dis toujours aux enseignants, on a le droit, nous aussi, à l'échec, d'essayer des choses, d'essayer des ateliers, de voir que ça fonctionne moins bien, etc. Mais oui, cette liberté, elle n'est possible que parce qu'il y a un cadre vraiment important, vraiment posé dès le départ et tenu toute l'année. Et ensuite, pour les élèves, c'est une impression de liberté. Parce qu'en fait, ils doivent tous les faire, les ateliers qu'il y a sur la liste. Peu importe, mais moi, à la fin, il faut qu'ils les aient tous faits. C'est juste de leur dire, tu le fais dans l'ordre que tu veux, tu le fais à ton rythme, et tu le fais avec tes copains. Mais ça change tout. Ça change tout, en fait. Et en même temps, celui qui a envie de travailler tout seul, je le laisse travailler tout seul. Jamais je lui imposerai de travailler avec ses copains. Donc il est aussi tranquille. Il est bien, il fait à son rythme, il fait. Celui qui a un peu l'esprit de compétition, allez, il est content, lui. Parce que je lui dis, il faut en faire 3 aujourd'hui. Il dit, moi, je vais en faire 4. Donc lui, il est ravi. Celui qui a cet esprit un peu de vouloir toujours tout comprendre, qui a une soif vraiment intellectuelle, qui a besoin de nourriture intellectuelle, il est ravi parce qu'il y a plein de choses dans tous les sens, sur plein de domaines, avec des outils divers et variés. Et pareil pour les élèves qui ont besoin de bouger, pour justement cette génération où il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut que ça change. Et bien ça change, tous les ateliers sont différents. Il y a un atelier vidéo, il y a un atelier réalité virtuelle, il y a un atelier il faut toucher des choses, il y a un atelier il faut écrire, il y a un atelier il faut faire un quiz sur le téléphone, il y a un atelier il faut faire une étude de document, il y a un atelier il faut écrire sur une planche, effacer, refaire. Donc ça les nourrit, quoi. Et donc, en fait, la classe autonome, je m'en suis rendu compte après, plusieurs années après, c'est qu'en fait, elle vient toucher vraiment les différents types de personnalités primaires. Et parce que elle met tellement je suis allée chercher tellement d'inspiration partout, j'ai secoué, j'ai fait la classe autonome. Et donc, c'est pour ça qu'on a 98% des élèves qui l'ont testée, qui la recommandent. On sent notamment l'inspiration des intelligences multiples, en tout cas le recours à différentes formes d'intelligence, intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique, visuelle, musicale peut-être. Pour une classe qui veut faire la transition en classe autonome, quelles sont les principales difficultés ?
qu'il va falloir surmonter. J'ai entendu la difficulté de l'enseignant qui doit accepter de se taire. Je le dis de manière un peu brutale. Mais c'est super dur. Et pour être formateur moi-même depuis près de 15 ans aussi, je suis passé par ce chemin et je comprends tout à fait à quel point c'est déstabilisant, effrayant d'accepter de ne plus parler du début à la fin. Donc ça, c'est une première difficulté. Est-ce qu'il y en a d'autres à avoir en tête pour les prévenir Oui, la première difficulté, et je le dis, c'est un des premiers trucs que je dis en formation, c'est qu'il faut faire le deuil d'une certaine façon d'enseigner. Et il faut accepter que ça puisse prendre du temps. Et c'est pas grave. Moi, la première fois qu'un formateur m'a dit qu'il faut arrêter de faire du cours magistral, je me suis braquée. J'ai dit non, je suis prof parce que j'aime raconter des trucs. Et si un jour je recroise ce monsieur, vraiment, je lui dirais un grand merci et je lui dirais pardon de m'être braquée. Ça a pris du temps. Moi, je suis pas venue à la classe autonome du jour au lendemain. Vraiment, il y a un deuil à faire. Faut prendre le temps. Et ça peut fleurir à des endroits où on penserait pas. Moi, j'ai des gens, quand j'ai commencé à faire de la classe autonome, jamais je me serais dit qu'ils s'y mettraient un jour. J'aurais pas parié sur eux. Et au final, ils s'y mettent. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça prend du temps. Et ça, il faut le savoir, que ça prend beaucoup de temps. Donc, quand on veut changer, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Vous ne pourrez pas passer toutes vos classes de collège, là, en une année, en classe autonome. C'est pas, vous êtes peut-être un surhomme, une Wonder Woman, mais c'est pas possible. Moi, là, j'en suis à ma 4e année, ça y est, j'ai fini. J'ai passé toutes mes classes en classe autonome, j'ai mis 4 ans. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps, il ne faut pas vouloir trop faire d'un coup. Et surtout, il faut mutualiser. Ça, c'est vraiment un message... ne perdez pas 50 heures à créer quelque chose qui a été fait à l'autre bout de la France, en fait, par quelqu'un d'autre. Donc, on mutualise. Donc, on a la page Facebook, la classe autonome groupe de partage. Là, on est 6000 dessus, plus de 6000. Il faut partager le plus possible, quoi. Enfin, moi, tous mes cours, ils sont sur Internet. Tous les gens peuvent reprendre le matériel. Là. Ils auront toujours à plastifier et découper. Mais au moins, c'est déjà là, c'est déjà créé. Donc oui, l'idée, ça serait un jour d'avoir une vraie plateforme classe autonome sur laquelle on pourrait avoir tout et on pourrait aller piocher SVT, maths, coiffure, plomberie et on aurait des ateliers déjà clés en main. Mais oui, ça c'est la principale chose, ça prend vraiment du temps. Après, est-ce qu'il y a... non, après c'est que du bonheur. Après c'est que du bonheur. Ça demande un tout petit peu de matériel, mais ça coûte pas très cher la classe autonome, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, alors, réalité virtuelle, c'est absolument pas obligatoire. Moi, je l'ai demandé, on m'a dit oui, je l'ai mis. Mais pendant 3 ans, j'ai fait de la classe autonome sans réalité virtuelle. Non, ça coûte pas si cher que ça. C'est de l'huile de coude, c'est de l'inspiration, c'est de l'imagination. Et de la patience. Et de la patience, oui. Oui, il faut aimer un peu créer. Il faut aimer un peu créer de ses mains, effectivement. Et si on n'aime pas, faut pas hésiter à aller emprunter des choses à d'autres collègues, vraiment. Et puis, si on n'aime pas découper, plastifier, je sais pas, dans les heures de colle du collège, on peut donner... Moi, je sais que j'ai des enseignants qui font ça. Ils disent, tiens, il y a des flashcards à découper. On les fait travailler. Ouais. Alors, on a évoqué les effets de la classe autonome pour améliorer les capacités de mémorisation des élèves. On a évoqué le manque d'attention et comment y remédier. Est-ce qu'on peut s'attarder un instant sur l'estime de soi des élèves et comment on peut réagir en tant que professeur et aussi en tant que parent quand on a quelqu'un en face de soi qui est en difficulté, qui est en échec, qui a perdu toute confiance en lui ou en elle? Alors, il y a un mot magique que j'ai appris en formation parce que, comme vous le disiez au début, moi, je continue de me former, en fait. C'est un métier où on ne s'arrête jamais, quoi. Donc là, je suis allée me former cette année et j'ai appris en formation un mot magique, c'est « encore ». Un élève qui dit « j'y arrive pas ». Je dis « non, tu n'y arrives pas encore ». Ouais, ça s'allume dans les yeux, quoi. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Et moi, il y a quelque chose que je répète vraiment très, très, très souvent, c'est « est-ce que j'ai dit qu'il fallait réussir du premier coup ?» Parce qu'effectivement, quand ils ont les flashcards entre les mains, ils me disent « mais je les connais pas, les dates ». Je dis « non, d'abord, tu vas les apprendre avec les flashcards ». Ou il y a des drapeaux à planter sur une carte, ils me disent « mais je sais pas où est la Bosnie ». Non, mais attends, vas-y, plante là où tu penses, va te corriger. Tu peux faire autant de fois que tu veux. Enlève ensuite les drapeaux, ferme la correction, refais-le. Refais-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, l'estime de soi, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables d'apprendre, en fait. Et c'est ça qui change tout. Moi, au bout de 3 semaines, ils ont le premier contrôle.
Ils n'ont pas révisé, mais ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont touché. Ils ont fait par eux-mêmes. Donc là, les notes sont excellentes. Et là, ils se disent, mais ouais, mais en fait, j'ai retenu tous les trucs que j'ai fait, les ateliers que j'ai fait en cours il y a 3 semaines. Je les ai retenus, en fait. Et là, on les a gagnés. Et là, ça y est, c'est bon, ils ont confiance en moi, déjà. Mais surtout, ils ont confiance en eux et dans la méthode, en fait. Donc, c'est bon. Parce que moi, j'ai des profs qui me disent, mais comment t'arrives tu fais ça pendant 2 ans, ils en ont pas marre à la fin et tout. Je dis, mais en fait, non, parce qu'ils ont confiance. Ils savent que ça fonctionne, ils voient que ça fonctionne sur eux. Donc, ils sont absolument ravis. Et je fais pas de la classe autonome 100% du temps, en plus. Il y a des moments où j'utilise d'autres pédagogies par le projet, d'autres choses. Donc non, sur l'estime de soi, c'est assez puissant. Et justement, moi, ce que j'aime, c'est que quand ils sont en autonomie, pendant la moitié du temps, moi, j'observe énormément. Je tourne, je vais voir l'élève qui est plus en difficulté. Ça m'arrive de m'asseoir à côté de lui et de dire, est-ce que tu veux qu'on fasse l'atelier ensemble ? Je te montre. Mais je ne peux le faire que parce que tous les autres sont en autonomie, en fait. Et donc, il y a vraiment ce truc-là, on les voit. Dans le beau sens du terme. Et un jour, j'ai demandé à mes élèves, mais pourquoi vous aimez vraiment la classe autonome ? Et j'ai des jeunes qui m'ont répondu, avec vous, on a l'impression d'exister. Et c'est génial, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah ouais, mais avec ta classe autonome, du coup, on n'a plus besoin du prof. Je dis pas du tout, au contraire, c'est juste une autre posture, en fait. Et les élèves m'ont dit, ouais, avec vous, on a l'impression d'exister. Et derrière ce encore, on entend une référence, un lien avec les techniques de visualisation et la capacité à projeter, imaginer le succès, la réussite. Et là-dessus, on peut renvoyer vers l'épisode de Graines de Métamorphose où j'avais reçu Pierre David, ancien champion de France de boxe et fondateur de la méthode de la dépolarisation. Un mot sur la discipline. Un mot sur cette situation où l'enseignant est face à une classe qu'on appelle difficile, une classe compliquée. De boucher, vous voulez dire ? D'élèves qui peuvent couper la parole à l'enseignant, d'élèves qui peuvent se chamailler ou s'attaquer entre eux. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet enseignant ? Qu'est-ce qu'on peut dire à un parent qui est à bout ? Vous dites dans le livre qu'hausser le ton face à un ado, c'est complètement contre-productif. Non, surtout Pourquoi ? Surtout pas. Surtout pas parce que on a des études en neurosciences qui montrent que le cerveau des adolescents ne fonctionne absolument pas comme le cerveau de tout autre être humain vivant d'un autre âge. En fait, le cerveau des adolescents est extrêmement sensible et donc on a montré que même quand on montre à un adolescent un visage neutre, complètement neutre, ça va déjà s'allumer dans le cerveau. Il va y avoir déjà quelque chose au niveau du stress, ce qui ne se passe pas du tout sur un bébé, par exemple. On monte un visage neutre, un bébé, ça ne s'allume pas. Donc un adolescent est, on pourrait dire, naturellement un peu stressé, toujours un peu en alerte, pas stressé mais en alerte en tout cas, alerte danger quoi. C'est ce qui fait qu'ils sont hyper à fleur de peau, c'est ce qui fait qu'ils sont très sensibles, c'est ce qui fait que parfois ils partent dans des très très haut, très très vite et on se dit mais pourquoi ? C'est démesuré quoi. Oui, c'est un ado. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu mettre dans le livre, c'est vraiment cette idée que comprenons comment fonctionne le cerveau et le corps d'un adolescent, ça nous aidera à avoir la bonne posture face à eux. Et sinon pour une classe de bouchers, je rigole, mais je les adore. Hein. Vraiment, j'adore le challenge. Donc, j'adore mes petits bouchers. Faut pas y aller en frontal, déjà. Faut pas les attaquer, surtout pas. Il n'y a rien de pire que ça. Surtout pas passer de liens de positionnement grégaire, quoi. Enfin, surtout pas. La classe autonome, en fait, ils ont toujours quelque chose à faire. C'est très timé. Donc, ça va vite. Et on découpe le temps, et ils voient pas le temps passer, ils ont tout le temps quelque chose dans les mains, ils ont tout le temps quelque chose à faire. Donc, moi, ma chef d'établissement, elle est ravie. Enfin, elle me dit, avec classe autonome, j'ai plus de problème de discipline. Enfin, dans cette classe-là, plus de problème de discipline, de moins en moins. Effectivement, quand on a des élèves qui s'agitent un peu, etc., moi, ma première démarche, c'est justement la questiologie, c'est aller poser les bonnes questions. Est-ce que cet élève est au bon endroit ? Est-ce qu'il a été bien orienté ? Est-ce qu'il a réellement envie d'être bouché ? Pourquoi il est là ? Et ensuite, quand on creuse, on va se rendre compte que c'est un élève qui n'a pas confiance en lui, qui pense qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'est pas bon, donc il préfère faire le clown et faire l'intéressant dans la classe. Donc c'est aller lui dire, mais moi je suis là pour toi, je te lâcherai pas en fait, je te laisserai pas tomber. Donc on va y aller, je te montre, je vais les chercher légèrement en dessous de leur niveau,
pour qu'ils prennent justement confiance en eux et qu'il y ait l'estime de soi soit un peu gonflée. Parce que ça, c'est bon aussi. La réussite, c'est de la dopamine dans le cerveau. Donc, après, on a envie de persévérer, on a envie de faire plus. Donc, c'est toutes ces approches-là, et c'est vraiment de leur dire... et puis de mettre le cadre. Moi, je sais pas parce que je fais de la classe autonome que je suis trop conciliante, pas du tout. En fait, je suis hyper exigeante avec mes élèves. Je pose le cadre. Si le cadre il est pas respecté, on a des sanctions, et les sanctions, c'est eux qui les choisissent. Et ça, c'est fort pour des adolescents. Quand ils font une bêtise, une erreur, une faute, ils viennent à la fin du cours. On discute justement ensemble, on pose les bonnes questions, et au bout d'un moment, je dis voilà, t'as eu ce comportement-là, qu'est-ce que tu proposes pour réparer ? Là, il me regarde, genre, elle déconne. Qu'est-ce que tu proposes pour réparer ? Et ouais, j'ai des élèves, une fois, qui m'ont dit, on va nettoyer tout le tableau, je vais chercher un truc, on va passer un coup sur les tables, on va nettoyer toutes les tables, je vais aérer, Et souvent, ils sont très sévères, en plus, envers eux. On pense ici aux écoles japonaises où les élèves ont l'habitude de nettoyer la salle à la fin de la journée de manière très rituelle. Alors, on arrive à la fin de notre conversation. On ne peut pas se quitter avant de parler de vos idées pour l'école de demain. Elles sont détaillées dans le livre. Lesquelles de ces idées vous semblent les plus urgentes à mettre en place ? Est-ce que c'est l'activité physique ? Est-ce que c'est une adaptation du rythme sur les vacances scolaires ? Est-ce que c'est autre chose ? J'avoue, j'ai jamais réfléchi à laquelle serait la plus urgente à mettre en place. En fait, les rythmes scolaires, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, si on fait des réformes sans aller chercher au fond des choses, ça ne fonctionnera pas. Là, par exemple, j'ai vu récemment que justement, le président de la République partageait mon idée que les vacances étaient trop longues l'été, que pédagogiquement, en tout cas, ça ne va pas. Mais de dire, du coup, on va faire rentrer plus tôt, et puis on va faire rentrer plus tôt les élèves qui sont en difficulté pour leur donner des cours en plus. J'ai envie de lui dire, vous pouvez mettre des heures en plus de ce que vous voulez, de français, de maths. Tant que vous gardez les vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas, ça ne changera rien, en fait. Vous pouvez mettre des millions de dollars des millions d'euros, sur la table pour dire, on va rajouter ça pour les élèves en difficulté. Mais non, en fait, parfois, il faut juste changer de méthode. Donc, pour moi, l'urgence aujourd'hui, pour l'école de demain, c'est vraiment, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre de la pédagogie à l'école ? Ça paraît paradoxal, mais dans la formation des enseignants, de la pédagogie. Et là-dessus, vous prenez souvent comme modèle celui des Finlandais. Est-ce que c'est faisable en France de transposer le modèle finlandais ? Est-ce qu'il y a des résistances culturelles ? Jusqu'où on peut aller dans cette inspiration des pays scandinaves qui sont très souvent mentionnés ? Il ne faut pas juste le transposer parce qu'on n'a pas la même culture. Donc effectivement, ça ne fonctionnerait pas si on faisait juste que le transposer. Et de toute façon, on n'est pas prêt. Moi, j'ai vu dans une salle de classe d'un de mes camarades du Global Teacher Prize, qui est prof en Finlande, je vous jure qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire que même moi qui suis dans l'innovation, j'ai vu la salle, j'ai fait wow. Ça ressemblait à quoi ? C'est un mélange de salle de classe, de lieux de vacances, de lieux sportifs. Et c'est tout ça dans la même salle. Il y a des hamacs, il y a des tables pour travailler, il y a des barres parallèles pour faire des tractions, il y a un tapis de course, les élèves sont allongés par terre, sont allongés sur les casiers au-dessus. On n'est pas prêt. Donc non, le transposer complètement, non. Par contre, l'adapter, oui. Et en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui aux enseignants, c'est aller chercher ce qui est efficace. S'il y a quelque chose dans votre classe qui est efficace, surtout ne changez rien. C'est pas une question de mode ou quoi que ce soit. C'est efficace, vous gardez. Mais si c'est pas efficace, si vous sentez une frustration, si vous voyez que vos élèves n'apprennent pas comme vous le souhaiteriez, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, si vous sentez que vous rentrez le soir, vous sentez que vous vous demandez pourquoi vous faites ça, allez chercher ce qui est efficace. Et prenez la pédagogie que vous voulez. La classe autonome, c'est pas un dogme, ça n'a pas vocation à devenir l'unique voie. Il y a plein d'autres méthodes qui sont efficaces. Mais vraiment, aujourd'hui, on a des clés. Donc moi, ça me rend triste, effectivement, de voir toutes ces démissions, alors que c'est des gens à qui, peut-être, si on avait donné les clés, seraient pas partis. J'en ai pour preuve des profs que j'ai formés qui m'ont dit, moi, je vais démissionner. Je les ai formés à la classe autonome, et maintenant, ils me disent merci. Toute dernière question, est-ce que être parmi les 10 finalistes du Global Teacher Prize vous a permis de gagner en légitimité ? Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Oui, c'était le but. C'était complètement le but. Le but, c'était d'avoir une voix pour parler de cette méthode que je voyais devant mes yeux. Je voyais qu'elle était extraordinaire. Et je savais pas comment faire pour qu'on m'écoute, en fait. Parce que j'étais personne. J'étais un prof de CFA, j'avais pas le CAPES, j'étais en province, c'était compliqué pour me faire entendre. Et
Et le Global Teacher Prize, c'était le but. C'était que ça me donne une voix. Et ça a très bien fonctionné. Donc, j'en suis ravie. Merci beaucoup, Merci Julie à vous. Nantin-Rowe. Je rappelle que votre ouvrage « La prof qui murmurait à l'oreille des ados » est paru chez Larousse. On retrouve également certains de vos conseils et outils sur votre chaîne YouTube, dont le titre est votre prénom et votre nom. Pour en savoir plus sur votre méthode et sur les formations que vous dispensez, on peut se rendre sur votre site classeautonome.fr. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.